là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le cœur de l'élément juridique de la laïcité et de voir concrètement comment ça se passe, pour qui et à quel endroit. Donc je rappelle, la laïcité, c'est finalement un cadre juridique dans lequel s'inscrit la libre expression de la religion. C'est un outil d'organisation collective. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est un outil d'organisation collective. Et donc cet outil, il va falloir le connaître pour pouvoir s'appuyer dessus et savoir comment se construit. Donc, je rappelle très synthétiquement la loi de 1905. Elle garantit la liberté de conscience et la liberté de culte à tous, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient ses croyances ou ses convictions. Voilà. Et donc, il va falloir comprendre, selon dans quelle sphère on est, comment ça s'applique. Donc je vais vous proposer une présentation, retenez bien ce schéma. Sphère publique avec une précision entre l'espace public et les services publics, et la sphère privée, la sphère familiale, chez soi, ou au sein d'une entreprise, ou ce qui nous concerne, d'une association sportive, par exemple. Et donc, à travers ces différents espaces, ces différentes sphères, et selon qui on est, on verra comment s'applique cette loi de laïcité. On va commencer par l'espace public. L'espace public, lorsqu'on est un individu lambda, eh bien, on a la liberté de manifester et d'exprimer ses convictions. Évidemment, comme tout principe juridique, il y a quelques limites. Mais les limites, elles sont du bon sens. Il faut respecter l'ordre public, évidemment. Alors, l'ordre public, si par exemple, je décide de prier dans la rue, que je me mets dans un coin où il y a un trottoir assez large et que je ne gêne personne, j'ai évidemment le droit, c'est ma liberté. Si maintenant on est 200 à prier dans la rue et qu'on bloque la circulation, on ne respecte pas l'ordre public, il y a trouble à l'ordre public, donc ça c'est interdit. Voilà, tout ça, ce seront des questions de bon sens. Les autres limites, pas de prosélytisme abusif. Alors je vous rappelle, le prosélytisme, c'est tenter de convaincre quelqu'un d'adhérer à ses croyances, qu'elles soient religieuses, syndicales, philosophiques, peu importe. C'est d'adhérer, c'est de convaincre. Donc le prosélytisme, c'est quelque chose de tout à fait possible, d'accord ? Quand on distribue des tracts pour un parti politique ou pour un syndicat, on fait du prosélytisme. Quand les témoins de Jéhovah essayent de vous convaincre d'adhérer à leur religion, ils font du prosélytisme. Tout ça est complètement autorisé. Maintenant, le prosélytisme abusif, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans essayer de convaincre, mais de contraindre, ça c'est interdit. Le prosélytisme abusif est interdit. C'est-à-dire qu'on peut laisser le choix à la personne de nous dire « non merci, ça ne m'intéresse pas », on tourne les talons et c'est fini. Pas de dissimulation du visage. Donc là, rapidement, une loi en 2010 a interdit à tout individu de dissimuler son visage sur l'espace public. Donc c'est valable pour un casque de moto, une cagoule ou évidemment le voile intégral. Donc voilà, donc c'est encore une limitation au principe. Si je veux manifester ma religion en dissimulant mon visage, eh bien non, je n'ai pas le droit sur l'espace public. L'obligation de déclarer des manifestations. Alors là, j'ai envie de dire, on tombe dans le droit commun, qu'on organise une manifestation sportive, une manifestation syndicale ou une manifestation religieuse. Évidemment, on a le droit de manifester sur la voie publique, sur l'espace public, mais il faut faire une déclaration en préfecture avec le schéma, avec le service de sécurité, avec tout ce qu'il y a à rendre dans un dossier et le préfet acceptera ou non ou modifiera notre manifestation, mais on est dans le droit commun. Les agents du service public sur l'espace public. Eh bien, comme on a dit que l'État était neutre, les agents qui travaillent pour l'État, pour les fonctionnaires, sont évidemment
neutres également. Ils ont l'obligation de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Évidemment, une fois qu'ils ont terminé leur service, ils redeviennent des individus lambda, et donc là, ils peuvent exprimer leurs convictions. Voilà pour l'espace public. Alors, on verra également qu'est-ce que l'espace public dans une autre partie. À l'intérieur de l'espace public, on a les services publics, ou l'espace administratif, si vous voulez, c'est-à-dire l'accueil de la mairie, l'accueil de la préfecture, d'accord, les lieux administratifs, les services publics. Alors, les services publics, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans les services publics? Il y a les agents du service public, évidemment. Et là encore, c'est des fonctionnaires en exercice, et donc, neutralité. Évidemment, c'est neutralité. Les usagers du service public. Donc, lorsqu'on se rend dans un service public pour demander un service, justement. On va faire sa carte d'identité ou on va voter à la mairie. Eh bien, les usagers du service public, figurez-vous, qu'ils ont la liberté d'expression, ils ont la liberté de manifester, d'exprimer leurs convictions religieuses. Dites-vous que cette loi de laïcité, c'est une loi de liberté, sauf si il y a vraiment un intérêt à la limiter. Donc c'est de la liberté. La seule différence finalement avec l'espace public, puisqu'il y a quand même une différence, c'est qu'ici, on ne doit pas faire de prosélytisme du tout. Autant dans l'espace public, le prosélytisme est autorisé, il est même protégé par l'État. C'est le prosélytisme abusif qui est interdit. Dans l'espace administratif, dans les services publics, le prosélytisme est interdit. On ne peut pas les distribuer des tracts à l'intérieur d'une mairie. Voilà ce que ça veut dire. Autre point important, on ne peut pas récuser un agent public ou on ne peut pas exiger une adaptation du service public pour motif religieux. Si ma religion m'interdit de m'adresser à une femme et que je veux aller faire ma carte d'identité et que la personne à l'accueil de la mairie est une femme et je demande à ce que ce soit un homme, eh bien non, le service public n'a pas l'obligation de s'adapter. D'accord. Si c'est une femme qui est à l'accueil et s'il n'y a personne d'autre, eh ben, on vient chercher le service et on s'adressera à une femme. Là, on ne peut pas adapter le service public à toutes les religions. Alors, cas particuliers, évidemment, il y a des cas particuliers. Alors, dans les cas particuliers, on va d'abord parler des usagers des lieux de privation de liberté. À un moment donné, puisque ces personnes sont dans une situation où ils n'ont pas toutes les libertés, ils sont à l'hôpital, en prison, dans une caserne, etc., c'est l'État lui-même qui va mettre en place la possibilité d'exercer son culte. Et donc là, il va y avoir des choses mises en place par des fonctionnaires pour que les gens puissent exercer leur culte. Deuxième cas particulier, ce qui est important et qui évidemment nous touche, c'est la loi de 2003 qui interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de porter des signes ostensibles religieux. Rappelez-vous, dans la frise historique, on a vu que cette loi, elle découle de l'affaire du voile à Creil en 1989, donc cette loi qui date de 2003, elle ne concerne que les écoles primaires, maternelles, élémentaires, publiques, les collèges publics, les lycées publics. Ça ne concerne pas les universités, ça ne concerne pas non plus l'école privée. Voilà, on continue. Les bâtiments publics du service public, évidemment, au même titre que les agents, au même titre que l'institution, les bâtiments publics ont l'obligation d'être neutres. Les élus, alors c'est pas les élus associatifs, c'est les élus de la République. Ils ont une obligation de neutralité simplement dans leurs actes administratifs. C'est-à-dire que quand ils représentent l'institution, ils ont l'obligation d'être neutres. Évidemment, lorsqu'ils, dans tous les autres actions
de leur mandat de maire, de député. Évidemment, on ne les oblige pas à être neutres. Bien au contraire, on a envie justement de connaître leurs convictions et leurs opinions pour savoir si on va voter pour eux ou pas. Donc forcément, s'ils étaient tous neutres, ce serait un petit peu compliqué. Point important aussi, les relations avec les associations cultuelles. Donc je rappelle que la loi de 1905 interdit aux services publics, État ou collectivités, de financer ou subventionner les cultes. Néanmoins, évidemment, il peut y avoir des relations avec les associations cultuelles et avec les organisations religieuses. Les relations ne sont pas du tout rompues. Il y a quand même des discussions, mais il n'y a pas d'argent ou de subvention versée au culte. Voilà pour l'espace public, donc la partie violette du schéma. On va passer à la partie verte, dans la sphère privée. On va commencer très simplement par la sphère familiale, donc l'espace familial. Maison. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Eh bien, évidemment, c'est de la liberté totale. La seule limite, respect des droits de l'homme, des conventions et des lois en vigueur. Voilà, c'est-à-dire que si ma religion me dit que je dois pas nourrir mes enfants et les laisser mourir de faim, eh bien non, ça c'est pas possible. La liberté religieuse, elle s'arrête là. Évidemment, il y a des lois et des conventions qui protègent les enfants et donc on n'a pas le droit de faire ça. Néanmoins, si je veux porter un voile intégral ou si je veux me balader tout nu chez moi parce que ma religion me demande de le faire, c'est de la liberté totale. C'est simple. Et puis là, on va passer au côté entreprise-association. Donc dans la sphère privée, les entreprises et associations. Donc là, encore une fois, on va d'abord se positionner par rapport au salarié. Le salarié, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Eh bien, encore une fois, je le rappelle, cette loi, c'est une loi de liberté. C'est la liberté de conscience et de manifester et pratiquer sa religion. D'accord? C'est une loi de liberté, sauf si... question de bon sens, sauf si il y a un intérêt à avoir des limites. Et on va voir qu'il va y avoir des limites. Donc, c'est avant tout liberté. Mais cette liberté peut être restrictive. Il peut y avoir des restrictions, mais cette restriction doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Ça, c'est les deux premiers éléments. Et prévue au règlement intérieur ou dans un contrat de travail. D'accord? Donc, c'est-à-dire que un responsable, un directeur d'entreprise, un président d'association, un employeur, peut restreindre une liberté de manifester sa religion. Il a le droit de le faire, il n'est pas obligé de le faire, il a le droit de le faire, mais ça doit déjà être écrit quelque part, soit dans le règlement intérieur, dans les statuts de l'association, dans un contrat de travail, etc. Ça doit être écrit, première chose. Si c'est pas écrit, c'est liberté, d'accord? Donc, un employeur a le droit d'écrire qu'il restreint. Maintenant, il a le droit de l'écrire sous condition, c'est-à-dire, il faut que ce soit justifié par la nature de la tâche à accomplir. Et donc, là, il y a 4 points qui sont limités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de suspension, il n'y a pas du etc. C'est ces 4 points-là, c'est l'un de ces 4 points-là ou plusieurs, et rien d'autre. Donc, la nature de la tâche à accomplir, par exemple, la protection des individus, sécurité, santé, hygiène. Je travaille dans un restaurant, je suis patron d'un restaurant, et j'ai l'un de mes cuistots qui me dit, moi, dans ma religion, on n'a pas le droit de porter quelque chose sur la tête. D'accord, très bien, sauf que la réglementation d'hygiène dans les restaurants vous oblige à porter une charlotte sur la tête. Donc là, je vais restreindre la liberté religieuse de mon salarié, de mon cuistot, en disant non, tu porteras quelque chose sur la tête obligatoirement. Voilà, je restreins sa liberté religieuse, qui dit, sa liberté religieuse, c'était je ne porte rien sur la tête. Bref, vous l'avez compris. Nécessité de respecter l'organisation du travail. Là encore,
je suis toujours pareil, je suis restaurateur et j'ai un de mes salariés, un de mes serveurs cette fois, qui me dit, moi maintenant je viens d'adhérer à une nouvelle religion et on n'a pas le droit de travailler le samedi. Ah, sauf que le samedi c'est la plus grosse journée du resto et j'ai pas d'autres serveurs sur le coude. Eh bien non, je lui dis non. C'est pas possible, tu viendras travailler le samedi. Donc là aussi, je restreins sa liberté religieuse. Sa liberté religieuse, c'était de ne pas travailler le samedi. Eh bien, je lui restreins, je lui dis non, c'est pas possible. Parce que le samedi, j'ai personne pour te remplacer, donc tu viendras le samedi. Donc là encore, on restreint la liberté religieuse. Et donc encore une fois, je l'écris dans le contrat de travail ou je l'écris dans le règlement intérieur en disant les salariés doivent travailler le samedi. Absence de prosélytisme abusif, là c'est répété, mais c'est évidemment le cas partout. Hein. On ne peut pas faire de prosélytisme abusif en entreprise. Et dernier point, l'exigence d'impartialité et de juste distance dans les missions socio-éducatives. Et donc là, on va parler de sport, par exemple. Le sport est une mission socio-éducative. Et donc, on va demander à un éducateur sportif d'être impartial et d'avoir une juste distance lorsqu'il est en face-à-face pédagogique avec un public. C'est-à-dire que si vous avez un animateur de foot qui, à chaque entraînement, vous dit à la fin allez les gars, changez-vous et ensuite on va à la messe, s'il fait ça, le président du club, son employeur, a le droit de venir le voir et de lui dire stop, je te demande, très bien, tu as une religion, c'est pas un souci. Maintenant, je te demande d'avoir une juste distance lorsque tu es en face-à-face pédagogique et donc de ne plus faire ça. Et je vais l'écrire. C'est pas juste, je suis président du club, c'est pas juste, je lui dis, je l'écris dans son contrat de travail, je l'écris dans le règlement intérieur qu'il ne doit plus faire de prosélytisme lorsque il est en face-à-face pédagogique, surtout avec des jeunes. Voilà ce que ça veut dire. Alors attention, je n'ai pas dit que tous les éducateurs sportifs devaient être neutres. J'ai simplement dit que lorsqu'on est salarié d'une association ou d'une entreprise, peu importe, l'employeur a le droit de limiter notre liberté religieuse lorsqu'on est dans une mission socio-éducative. Voilà, il a le droit de le faire. Et si je reviens à ma première phrase où c'est dit « elle doit être proportionnée », donc la limite doit être proportionnée au but recherché, là encore, proportionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon éducateur sportif, lorsqu'il est en face-à-face avec des jeunes, je lui demande d'être neutre. Par contre, sur une autre partie de son temps de travail, il est derrière son ordinateur et il actualise la page Facebook du club. Là, on n'est plus dans une mission socio-éducative. Il est dans de la communication. Là, il n'y a pas possibilité de lui restreindre sa liberté religieuse. S'il veut porter des signes religieux lorsqu'il est derrière son ordinateur et qu'il actualise sa page Facebook, moi, employeur, je n'ai pas la possibilité de lui limiter cette liberté-là. D'accord? Donc, proportionné, ça veut dire sur le champ concerné. Voilà, sur le champ concerné, là, c'est la mission socio-éducative. Voilà pour les salariés. Les clients, les utilisateurs ou les adhérents du club, quand ils entrent dans une entreprise, quand ils entrent dans l'association. Encore une fois, liberté de conscience de manifester et de pratiquer sa religion. D'accord? C'est toujours la même chose. C'est de la liberté. Les limites. Eh bien, encore une fois, c'est du bon sens. Le client ne peut s'affranchir des règles communes d'une structure et ne peut exiger la neutralité des salariés. Ça veut dire quoi? Les règles communes d'une structure. Si je rentre dans une entreprise et que le port du casque de chantier est obligatoire, je ne peux pas dire « Attendez, moi, ma religion m'interdit de porter quelque chose sur ma tête, je ne porte pas le casque. » Non, c'est une question de sécurité, il faut un casque, c'est comme ça. Si vous ne voulez pas porter le casque, vous ne rentrez pas. Voilà. Ensuite, il ne peut exiger la neutralité des salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, je vais faire mes courses à Carrefour, j'arrive à la caisse et là, la caissière porte un voile. Je vais voir le patron de Carrefour et je dis « Je
je souhaite que la caissière n'ait pas de voile, ça me gêne, je ne veux pas qu'elle porte le voile. Là, le patron dira, monsieur, vous sortez d'ici et vous allez à Leclerc faire vos courses. Le client ne peut pas exiger la neutralité des salariés. Ça, ce n'est pas possible. Alors, point important qui va également nous concerner dans le champ du sport, il y a des organismes privés, associations ou même des structures, des entreprises, qui assurent des missions de service public. On prend l'exemple de la Caisse nationale d'assurance maladie. D'accord ? Il y a la Poste sur la distribution du courrier. Voilà, c'est une mission de service public, pour autant ce sont des entreprises. Et donc, lorsqu'on a une mission de service public, on prend, avec cette mission de service public, on prend l'obligation de neutralité de l'État. Alors pourquoi je fais un focus particulier là-dessus? C'est parce que nous, dans le champ du sport, on a certaines associations qui assurent une mission de service public. Les fédérations. Toutes les fédérations agréées ont une partie de leur mission qui sont du service public. D'accord ? Et donc, ces services, ces fédérations-là, lorsqu'elles sont sur le champ de ces missions, doivent obligatoirement être neutres. Et donc, les fédérations, et en découlent les comités régionaux, les comités départementaux, et stop. Pas les clubs. Et seulement sur le champ des missions de service public, c'est-à-dire l'organisation des compétitions officielles, les sélections, les stages de sélection, les sélections départementales, régionales, nationales, l'équipe de France, etc. Les formations sont d'une mission de service public. Lorsque la Fédération française de football vend des maillots, évidemment, le vendeur qui est à la boutique de la FFF qui vend un maillot n'est pas dans une mission de service public, il n'a pas l'obligation de neutralité. Par contre, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, est dans une mission de service public, il a l'obligation de neutralité. Alors, la délégation de mission, cette diapo, c'est simplement pour vous dire que la délégation de mission de service public, elle n'est pas obligatoirement écrite. Parfois, elle est induite par ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Le faisceau d'indices, c'est quoi? C'est 1. L'organisme privé assure une mission d'intérêt général. D'accord? Quand il y a une mission d'intérêt général, c'est un premier indice. Ensuite, l'administration, la puissance publique qui a confié à cet organisme privé cette mission d'intérêt général. Donc c'est l'administration qui a dit vous allez exercer cette mission-là, et qu'en plus l'administration a un contrôle. Vous allez exercer cette mission-là et on va vous contrôler. Et en plus, l'organisme privé exerce une prérogative de puissance publique. Donc là, lorsqu'on a ces 3 indices-là, on peut estimer, même si c'est pas écrit noir sur blanc, qu'il y a une mission de service public. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'obligation de neutralité.